Bien, bonjour à tous. Merci pour votre présence en ce mardi ensoleillé. Ravi d'avoir l'opportunité de pouvoir parler avec vous de l'identité, du KYC, d'intelligence artificielle, beaucoup de thèmes autour de ces sujets aujourd'hui, mais on va essayer de se concentrer sur la confiance et comment bâtir cette confiance plus spécifiquement dans les parcours banque et assurance. J'essaierai de conserver évidemment quelques minutes à la fin si vous aviez des questions, sans quoi nous avons bien évidemment un stand où nous serons présents avec plusieurs collègues. Donc, je suis Alexis Vandamme, je suis directeur commercial de Signaturid Group. Alors, Signaturid Group, peut-être que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est notamment un regroupement de marques au travers de l'histoire de la société. Vous connaissez peut-être plus une société qui s'appelle Universign ou une autre société qui s'appelle Vialink et qui ont constitué le groupe Signaturid. Le groupe Signaturid lui-même continue d'évoluer puisque nous nous rapprochons d'une société d'origine italienne qui s'appelle Namirial et qui nous permet aujourd'hui d'accroître notre présence et puis notre couverture d'un point de vue service également, toujours autour de l'identité, du KYC, de la signature, de l'archivage, mais je vous présenterai cela dans quelques minutes. Quelques chiffres, c'est de coutume. Un petit peu plus de 250 000 clients, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 bureaux en Europe, un effectif croissant. On est aujourd'hui plus proche des 1500 employés. Plus de 80 millions de contrôles documentaires ont été effectués l'année dernière et 700 millions, plus de 700 millions de transactions et de documents vérifiés. Alors, nos points de présence, un petit peu partout dans le monde, plus spécifiquement en Europe. Aujourd'hui, notre service, ou nos services plus exactement, sont délivrés dans plus de 80 pays, principalement en Europe, une forte présence également au LATAM, et nous nous étendons également dans la région MIA et également en Asie. Nos principaux sujets, comme je vous le disais, c'est la vérification d'identité, l'analyse des documents et des données et la signature numérique certifiée. Namirial. Et comme vous le voyez, beaucoup de logos. On a essayé d'en mettre encore sur la droite, ça ne rentrait pas sur la slide. En soi, tout cela pour vous dire qu'on travaille avec tout type de société, que ce soit dans la banque, l'assurance qui nous occupe aujourd'hui, mais on travaille également dans l'industrie, dans l'automobile, dans l'intérim. Nos sujets touchent l'intégralité des organisations sur l'ensemble des services que nous proposons. Alors, le thème de la journée... lorsqu'on parle d'onboarding, lorsqu'on parle d'IA, d'identité, de KYC, malheureusement, on va souvent parler de fraude également. Donc, on va essayer de faire un petit état des lieux avec quelques chiffres que vous connaissez peut-être. Et pour les autres, vous ressortirez, j'espère, enrichis de cette connaissance-là. Quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui quant à l'onboarding et nous essaierons de donner une perspective, notamment grâce à eIDAS et OEI Wallet. Alors la fraude, très brièvement, il y a des multitudes de fraudes différentes. On va aujourd'hui plus spécifiquement essayer de traiter de la fraude documentaire qui s'élargit de manière assez importante. La fraude à l'identité, là aussi, avec l'intelligence artificielle, avec le deepfake, c'est quelque chose que l'on croise de plus souvent dans le contexte de nos clients et de nos prospects. Et puis la fraude aux revenus. Je me suis moi-même livré à l'exercice ce week-end d'essayer d'utiliser les principaux moteurs d'intelligence artificielle pour essayer de générer des faux. Alors, la plupart ont refusé, mais en mettant cela sous un prompt de blague à faire à un ami, étonnamment, en fait, ces intelligences artificielles m'ont délivré assez facilement des éléments que je vais vous présenter juste après. Alors, quelques chiffres pour illustrer cette fraude. Alors, je vous laisse lire évidemment ces différents encadrés. Moi, personnellement, il y a un chiffre qui m'a fait un petit peu tomber de ma chaise, c'était la fraude au deepfake. Alors, c'est sur l'année 2025, 700% d'augmentation, et vous vous doutez bien que c'est un facteur absolument exponentiel. Vous l'avez peut-être déjà croisé dans vos métiers, mais c'est quelque chose que l'on croise de plus en plus. Encore une fois, c'est l'un des éléments de fraude, mais tout au long d'un parcours d'onboarding, on va croiser au fond les différentes fraudes que je vous évoquais plus tôt. Alors, on a les fraudes un petit peu classiques, la fraude à l'identité. Vous avez les 3 cartes d'identité qui sont ici, qui sont toutes des fraudes. Et vous avez
celles qui prêtent un petit peu plus à sourire, même si bien évidemment derrière il peut y avoir des drames. Vous avez peut-être vu passer la fraude au faux Brad Pitt ou au faux Patrick Bruel avec un écriteau signifiant bien à Ingrid que c'est bien Patrick qui lui parle par SMS et qui lui demande de le dépanner de quelques milliers d'euros. C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Alors, clairement, ces deux derniers exemples prêtent à sourire, et pourtant, il y a des milliers, parfois des centaines de milliers d'euros en jeu. Je vous parlais d'un exercice auquel je me suis livré ce week-end, en allant sur les grandes plateformes que je ne citerai pas particulièrement ici, et qui permettent au fond de mettre en exergue au fond la facilité. Je suis, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais franchement pas un fin connaisseur des moteurs d'intelligence. Je me sens déjà un petit peu en retard, même sur mes enfants. C'est d'une facilité déconcertante, parfois peut-être aussi un petit peu effrayante. Alors vous vous doutez bien que ma maison dans le Loire-Atlantique, étant nantais, ne ressemble heureusement pas à cela. La fraude à l'assurance sur des dommages, que ce soit sur une maison, sur un véhicule. De la même façon, hein, ça a pris à peu près 8 secondes au moteur d'intelligence artificielle pour sortir cette photo. Et on le voit, il y a de plus en plus de reportages d'ailleurs dans les médias sur ce type de fraude qui se multiplient, qui peuvent apporter beaucoup de complexité à gérer. Il faut déjà les identifier, de complexité évidemment pour gérer ce type de cas, pour être sûr que c'est une fraude et que nous ne sommes pas en train d'enquêter et de gaspiller quelque part du temps sur un dossier qui pourrait être légitime. Et puis, j'ai connu une forte augmentation de mon salaire mensuel avant impôt avec 44 275 €, si seulement c'était vrai. Mais tout cela a été fait en quelques minutes. Je vous invite à tenter l'exercice si vous-même vous n'y croyez pas. Donc, imaginez ensuite des personnes organisées, des bandes organisées qui puissent, avec une certaine forme de professionnalisme, pousser l'exercice beaucoup plus loin et donc complexifier l'ensemble des onboardings pour nos clients. Et je vous parlais de la presse. Elle n'arrête pas d'en parler, que ce soit parfois des reportages télé, mais évidemment à l'écrit également. Même la littérature aujourd'hui s'enrichit de différents ouvrages qui traitent de ces sujets et c'est en augmentation forte à tel point qu'on n'arrive même plus à lire l'ensemble de ces ouvrages. Et quels sont les risques, au fond, d'un onboarding problématique, mal maîtrisé? Alors, c'est une perte de chiffre d'affaires, évidemment, lorsque quelqu'un va soustraire à une assurance ou à une banque des prêts qu'ils ne rembourseront pas. C'est une non-conformité réglementaire sur lesquelles il peut y avoir des pénalités extrêmement importantes. Ici, à Bailly, alors quand bien même, évidemment, cette amende a été diminuée, beaucoup d'institutions aujourd'hui financières, assurantielles, ont cette crainte et qu'il faut prendre en compte. Et puis, le risque de réputation. Il ne fait jamais très bonne presse ou très bon écho d'une société qui aurait eu une fraude à l'identité, par exemple. Et donc, ce sont des sujets, évidemment, qui concernent plus spécifiquement banques et assurances, qui sont, au fond, aujourd'hui, les industries les plus réglementées sur ces sujets, quand bien même d'autres verticales, aujourd'hui, sont dans la même tempête. Le jeu est difficile, c'est un jeu d'équilibrisme entre parfois des critères qui peuvent sembler contradictoires. Les exigences réglementaires, la personne qui me précédait parlait notamment de DORA, EIDAS, tout ce qui est relatif au traitement de l'intelligence artificielle, le RGPD, et vous voyez qu'il y a 3 petits points parce que la liste aurait pu être longue. La pression sur les coûts, je ne vous apprends rien, on nous demande généralement de faire plus avec un petit peu moins. La lutte contre la fraude, c'est bien le sujet que j'évoquais en introduction, et sans oublier un critère qui est extrêmement important, à savoir l'expérience client. C'est-à-dire que onboarder un client en lui demandant toutes les pièces qui vont permettre de limiter le risque pour notre organisation, c'est important. Mais si c'est aux dépens de l'expérience client, aujourd'hui où on est un petit peu dans l'instantanéité, dans les shorts sur les réseaux sociaux, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit fluide, mais il faut également que ce soit sécurisé et extrêmement simple. Et c'est tout le défi, au fond, de l'onboarding aujourd'hui pour nos clients et pour nos prospects. Aujourd'hui, l'onboarding est quelque chose qui est plus ou moins bien traité. J'ai moi-même fait l'exercice il y a quelques semaines, une de mes collègues également dans la salle, d'essayer de trouver le prêt aux meilleures conditions possibles, bien évidemment, et avec un parcours d'onboarding, je veux dire, qui date presque de l'âge du Minitel. C'est-à-dire que tout est découpé, tout est segmenté. Je pense qu'il faut passer une bonne demi-heure pour pouvoir remplir son dossier et pouvoir ensuite attendre
pendant 24, 48 heures. L'engagement est sur une semaine pour avoir un retour de cette société en question que je ne nommerai pas bien évidemment. Mais au fond, c'est un petit peu d'un autre âge aujourd'hui où l'instantanéité est absolument clé. Donc le temps de traitement est long, trop long évidemment. Les dossiers sont souvent incomplets. On a le recto, on n'a pas le verso de la carte d'identité. On a un justificatif de domicile qui date de l'année dernière alors qu'il fallait charger un justificatif de moins de 3 mois. Les délais de réponse, je l'évoquais, là aussi, sont trop longs, et ce qui influe logiquement sur le taux de conversion et donc au fond sur le chiffre d'affaires, sur le revenu auquel, in fine, eh bien, chaque organisation est bien logiquement intéressée. Ça, c'est pour le constat. Bien évidemment, tout n'est pas noir et je ne suis pas là pour passer ce message-là puisque des solutions existent d'ores et déjà. Alors, vous vous doutez bien, Signaturid Group vous propose ces solutions pour ceux qui ne l'auraient pas vu venir. Mais au fond, les solutions se multiplient aujourd'hui sur le marché pour essayer de sécuriser, de simplifier le parcours d'onboarding tout en conservant bien évidemment cet impératif de sécurité. Si on résume aujourd'hui, la solution, notamment, qui est poussée par Signaturid Group Namirial, elle se décompose, et c'est plutôt synthétique ici, en 5 étapes. La vérification de l'identité et l'authentification des utilisateurs. J'ai envie de dire, tant que faire se peut, à bas les credentials qui peuvent se perdre, qui peuvent être dans des emails, parfois passés par SMS également. La collecte des documents, la complétude des dossiers, au fond, que toutes les pièces aient bien été versées dans un dossier qui permet de souscrire à un service. L'analyse de la donnée, récolter l'ensemble des pièces, c'est bien. L'OCRiser, c'est très bien. Je lisais un article il y a 2 jours sur au fond, la mort prochaine de l'OCRisation. L'OCRisation, aujourd'hui, ne suffit plus. Récolter les datas, pouvoir les injecter dans vos systèmes d'information, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va vous garantir que la pièce est authentique, qu'il y a une cohérence entre les différents documents. La signature, bien évidemment, Universign, acteur de la signature depuis de nombreuses années, quel que soit le niveau de signature, et enfin de pouvoir archiver ces documents afin de pouvoir, en cas de litige, en cas de problématique, présenter une continuité dans ce parcours et authentifiant au fond l'intégralité de ce parcours de manière sécurisée, comme quoi vous avez fait, vous, organisation qui mettez en place ces parcours d'onboarding, ça vous sécurise sur le fait que vous ayez fait bien votre boulot, au fond, d'une certaine façon. L'ensemble de cette solution permet évidemment d'intégrer des règles métiers. Est-ce qu'on fait les mêmes contrôles pour un prêt ou pour une assurance sur un bien qui vaut 10 000 que sur un bien qui vaut 1 million d'euros? Bien évidemment, les règles métiers peuvent influer là-dessus. Le rapport de conformité que je vous évoquais un petit peu plus tôt, et puis la capacité évidemment qui vous est offerte à pouvoir suivre cela. Combien de personnes ont essayé de souscrire? Combien de personnes se sont arrêtées au milieu du parcours? Peut-être justement au moment de mettre sa carte d'identité ou de mettre un justificatif de domicile, ou pourquoi pas de changer, sur un bulletin de salaire, pardon, au fond d'avoir gonflé un petit peu les chiffres pour permettre de faire un emprunt plus important. Mais ce n'est qu'un exemple. On a beaucoup parlé du coup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un risque, mais c'est aussi une opportunité. Et il s'agit de le souligner ici, puisque l'intelligence artificielle, c'est effectivement peut-être le poison, et il faut bien en face mettre l'antidote. C'est d'ailleurs souvent dans cet ordre que les choses ont été inventées. Et donc, l'intelligence artificielle permet notamment d'avoir une vérification intelligente des documents, d'intégrer les règles métiers que je vous évoquais. Si c'est un parcours, au fond, où chacun doit se contraindre pour faire rentrer son dossier de souscription, ça n'aurait aucun sens. Chaque organisation a ses règles propres, donc il est important de pouvoir les intégrer. Et puis, enfin, et évidemment, la détection des risques. Notre métier n'est pas de dire nécessairement « ici », c'est faux. On va plutôt vous donner, par bien des éléments, un facteur de risque en intégrant les règles métiers qui doit alerter sur peut-être une supervision humaine de ce dossier. Donc l'intelligence artificielle, ça peut être un atout. Si en tout cas on respecte quand même, on va dire, au-delà de la réglementation, bien évidemment, mais également de respecter, j'allais dire, quelques fondamentaux de l'intelligence artificielle, tels que la traçabilité totale de tout ce qui a été analysé. Pourquoi est-ce que ça a été analysé comme cela et quel a été le processus suivi?
La conformité réglementaire, on en parlait un petit peu plus tôt, la protection des données. Et là, je vais peut-être tuer un mythe, en tout cas que il m'a pu arriver d'entendre. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, et je ne parlerai pas pour les 5 années qui suivent, mais ne veut pas dire qu'on peut se passer des humains. Il y a encore aujourd'hui, nous avons en interne un expert de la fraude qui a travaillé pour la gendarmerie et qui arrive à détecter parfois des fraudes à l'identité que la machine aujourd'hui ne sait pas encore identifier. Et d'ailleurs, on a des faussaires que je qualifierais presque de professionnels, même si le terme est peut-être un petit peu exagéré, mais qui, j'allais dire, vont avoir une capacité à aller dans la finesse de cette fraude et qui nécessite là un œil humain. Alors, encore une fois, je ne parierai pas dans les 5 ou les 10 ans qui viennent, vu la vitesse à laquelle progresse l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, dans l'ensemble des solutions que nous mettons en place chez nos clients, la supervision humaine dans certains cas de figure, sur des cas de risque plus élevés, je reprends mon exemple d'un bien à 10 000 € ou à 1 million d'euros, sur un bien à 1 million d'euros, évidemment, dès lors que les critères de sévérité ont été intégrés dans notre plateforme, eh bien, on invite à avoir une supervision humaine également. Alors, si on revient sur cette chaîne de valeur, au fond, qui permet d'avoir un onboarding fiable et sécurisé, on a la partie identification. Identification, authentification, il existe aujourd'hui bien des façons de traiter ce sujet. Alors, on parle parfois du PVID, qui est le niveau d'authentification le plus élevé, mais d'autres solutions existent. On parle du face matching. Le face matching, c'est, au fond, une fois qu'on a chargé sa carte d'identité, c'est la capacité à faire... C'est entre la photo et la vidéo. En fait, c'est une vidéo qui dure un petit peu moins d'1 seconde et qui va permettre de vérifier notamment les deepfakes avec d'excellents résultats puisque, au fond, le taux d'erreur est de l'ordre de 1 sur 1 million. Donc, plutôt enviable en termes de sécurité. On a évidemment les documents qu'on peut charger, donc directement, mettre une photocopie ou une photo directement de sa carte d'identité, mais l'avenir n'est pas forcément là, et ça me permet d'introduire, au fond, le portefeuille européen. Aujourd'hui, je suis sûr que vous serez étonnés, la France est en retard sur le portefeuille européen. Certains de nos voisins limitrophes, je pense par exemple à la Belgique, sont le portefeuille belge régalien est 3 fois plus développé en Belgique qu'il ne l'est en France. Pourtant, les échéances arrivent puisque eIDAS 2, j'allais dire, encourage évidemment à une mise à disposition et à à couvrir l'intégralité du marché à compter de 2027. Et 2027, là pour le coup, c'est vraiment demain. Et au fond, notre solution aujourd'hui est un petit peu tout terrain. C'est-à-dire qu'on peut, fonction des parcours, fonction de la criticité aussi, pourquoi pas, faire des parcours différenciés, encore une fois, en fonction du risque qui peut être identifié par nos clients, pour identifier de manière plus ou moins substantielle l'identité des différentes personnes qui souhaitent souscrire à un bien ou un service. Donc, si on prend aujourd'hui ce qui est le plus en place sur le marché français, c'est le fait de charger sa carte d'identité. Et lorsqu'on charge sa carte d'identité, il y a quand même pas mal de contrôles qu'on peut faire. Alors, quand on parle déjà de documents d'identité, on parle de carte d'identité, de passeport, de permis de séjour, de permis de conduire. Je parle du permis de conduire format carte bleue, pas le vieux format papier rose, que l'on peut traiter, mais qui, très sincèrement, ne vaut pas un réel document d'identité puisqu'il n'a que très peu de critères de sécurité. Et on peut aller vérifier plus de 50 critères différents. Alors, il y en a un qui nous fait toujours sourire, nous, en interne, qui est, au fond, de vérifier qu'une carte d'identité n'a pas été émise un dimanche. Mais, au fond, c'est ce que les mauvais faussaires, au fond, parfois ont pu faire par le passé, c'est d'aller changer la date de validité d'une carte qui aurait été perdue. Elle devait expirer en 2022. Et au fond, il va aller changer le 22 pour mettre 32. Et puis, manque de bol, ce jour-là, c'est un dimanche. En France, nous n'éditons pas de documents d'identité le week-end. C'est évidemment quelque chose qui permettra d'être très facilement identifié, mais il y a plus de 50 points de contrôle. Celui-ci est le plus, un petit peu qui nous prête à sourire. Mais la vérification du DDoC, la vérification de la cohérence entre la bande AMRZ et le VIS. Donc, toute une liste de contrôles qui nous permet, au fond, d'avoir une confiance, tout simplement, dans, encore une fois, le chargement de cette pièce d'identité. Donc,
L'identité, on sait gérer, que ce soit aujourd'hui, demain, avec le e-wallet régalien, européen. Eh bien, ce sont des choses que nous intégrons d'ores et déjà aujourd'hui dans nos parcours pour certains de nos clients. Et plus spécifiquement dans la partie banque et dans la partie finance et assurance, puisque, encore une fois, vous faites partie des secteurs les plus réglementés sur le sujet. Une fois qu'on a identifié, authentifié les utilisateurs, il s'agit donc maintenant de prendre les documents qui vont constituer le dossier de souscription. Contrôler les documents, alors variabilité évidemment de documents, que ce soit des documents à charger, mais également la capacité à faire des appels. Je pense aux PEP sanctions, donc aux personnes exposées et aux sanctions de l'ONU, par exemple, au gel des avoirs. Vérifier que on n'est pas en train de signer avec un terroriste ou avec, en ce moment, un oligarque russe. Et donc vérifier la complétude de ce dossier, élément essentiel, et identifier, notamment par des analyses croisées, qu'au fond, la carte d'identité, les différents documents qui ont été chargés, on parle bien de la même personne, que l'ensemble, au fond, soit cohérent et donc fasse diminuer le risque de fraude sur ce dossier. Aujourd'hui, on charge des documents. On va charger son justificatif de domicile, on va charger sa carte d'identité ou en prendre une photo. Mais l'avenir est déjà présent. C'est que, au fond, pourquoi charger des documents qui auraient pu être falsifiés alors qu'on pourrait potentiellement aller chercher à la source? Et ça, c'est l'open banking et l'open data. Quelle est la différence? Eh bien, au lieu de demander un relevé d'identité bancaire, au lieu de demander la facture NJ de son domicile, eh bien, au fond, on peut aller chercher ces documents grâce à l'open banking. Pour toute la partie banque, on est connecté avec l'intégralité des banques, notamment les néobanques. Et puis l'open data qui nous permet au fond d'aller faire des analyses plus poussées sur les pièces dites annexes, donc hors documents bancaires, de type justificatif de domicile par exemple. Alors, si cela fonctionne bien, il y a une petite démo de ce à quoi ça peut ressembler. On va voir si l'effet démo fonctionne aujourd'hui. Donc vous voyez qu'ici on est sur un parcours d'open banking. Petit peu de côté, d'open banking. Donc on se connecte directement, c'est accessible via un ordinateur ou via le portable, et bien évidemment. On doit donner son consentement, qui est bien évidemment obligatoire, choisir la banque, et on peut choisir plusieurs banques. On n'est pas obligé d'avoir tous ses comptes dans la même banque, donc on peut tout à fait aller charger différents RIB ou différents comptes qui pourraient abonder pour avoir un meilleur prêt, par exemple. On se logue directement auprès de sa banque avec les identifiants qui sont dans notre ordinateur, dans notre téléphone portable. Et on va choisir les informations que l'on choisit. Et donc la ségrégation au fond des informations, par exemple, je peux ne vouloir partager que mon RIB, pas forcément l'état de mes comptes ou combien j'ai sur mon compte courant. Donc tout cela dépend bien évidemment du service auquel on souhaite souscrire. Et l'opération ne prend que quelques secondes pour être certain de l'ensemble des éléments bancaires, mais également des éléments qui viennent, constituer le dossier de souscription à un service qu'on souhaite mettre en place pour son organisation. Et comme vous pouvez le voir, ici, vous avez j'ai une représentation via interface, même si la plupart de nos clients sont via API, mais pour vous le montrer ici, c'est une interface, et viennent compléter, vérifier que le dossier est bien complet, notamment avec ces éléments qu'on sera allé chercher en open banking et en open data, et le processus peut suivre son cours. Alors maintenant, quelles sont les perspectives? Je vous les ai déjà introduites un petit peu plus tôt. C'est notamment ce portefeuille EDI, européen, régalien, qui nous permettra au fond de changer de paradigme, encore une fois, plutôt que vérifier si c'est une vraie carte d'identité, si elle n'a pas été faussée, si elle est encore d'actualité. On sera en capacité, à partir de notre portefeuille électronique, de partager les éléments qui sont importants pour nous. La vérification est instantanée, inviolabilité garantie par ce portefeuille régalien. Un choix, bien évidemment, des éléments qu'on partage. Donc la divulgation sélective, qui 2 fois sélective, vous noterez, c'est pour vous dire à quel point on est vraiment en pointe, des éléments qui seront partagés avec votre organisation, et puis une interopérabilité totale, notamment au niveau européen, ce qui peut potentiellement ouvrir aussi des marchés supplémentaires pour vous.
Alors, je passe directement à la slide suivante parce que je vois que je suis un petit peu en retard. Qu'est-ce que va inclure ce portefeuille européen et régalien? Alors, les données d'identification personnelle, ça c'est directement bien évidemment l'État qui va gérer cette partie-là, mais aussi la possibilité au fond d'ajouter des attributs, si on parle du RIB, si on parle d'un justificatif de domicile, si on parle d'un diplôme, par exemple le diplôme, on travaille avec de nombreuses écoles, eh bien vérifier la présence et l'authenticité du diplôme du baccalauréat par exemple. Donc au fond, un champ de possibles qui s'ouvre et qui va être au-delà de conforme à la loi, mais ça vous vous en doutez, qui va offrir de nouvelles perspectives, notamment sur les certifications que l'on pourra avoir. On peut avoir un portefeuille régalien pour une personne physique, mais également pour une personne morale, et pourquoi pas l'ensemble des informations qui nous permettront de souscrire à une nouvelle assurance ou à un nouveau prêt seront facilitées. Il suffira à l'utilisateur final, au fond, de charger sur son wallet l'ensemble des informations qui pourront être pertinentes en fonction des parcours qu'il souhaitera lancer dans le cadre de ses activités. Alors, une slide un petit peu compliquée pour vous dire qu'au fond, ce wallet permet d'avoir l'ensemble de niveaux de sécurité, des règles métiers, interagir avec vos applications propriétaires de banque, assurance, encore une fois. Je vous laisse prendre des photos parce que je vois beaucoup de portables levés, mais qui, au fond, vont permettre de simplifier l'ensemble du parcours. Vous avez version haute, le parcours segmenté, 6 étapes qui vont nous permettre de faire un onboarding. L'avenir, au fond, c'est de simplifier ce parcours et le portefeuille européen vise tout à fait cet objectif et est déjà en marche. On a aujourd'hui de nombreuses discussions, encore une fois, côté banque comme côté assurance, sur comment utiliser au mieux ce portefeuille européen avec des attributs que l'on vient rajouter à ce portefeuille pour en faciliter l'utilisation. Alors, un cas d'usage potentiel, la souscription à un compte bancaire. On accède au site de la banque. On choisit directement sur son téléphone le ED Wallet pour s'authentifier. Pas de risque de fraude. On va pouvoir consentir à partager les attributs qui sont cohérents par rapport au parcours de souscription. La procédure ne prend quelques secondes, quelques minutes, fonction aussi de la quantité d'informations qui peuvent être demandées. Donc un parcours extrêmement simple qui permet de répondre aux enjeux de conformité, de sécurité, de lutte contre la fraude, mais encore une fois, et j'y reviens, au parcours simple et intuitif pour l'utilisateur final. Même parcours concernant le crédit conso. Vous retrouvez les pièces essentielles qui sont généralement demandées, la pièce d'identité, le justificatif de domicile, le bulletin de salaire, l'avis d'imposition et le RIB. L'intégralité de ces attributs peuvent être ajoutés au sein d'un portefeuille, alimenté notamment par la partie régalienne. Et le dernier cas, on va voir si l'effet démo est avec moi. Ça semble fonctionner, qui confirme au fond cette fluidité nécessaire et garantie par la mise en place du wallet. Je vous laisse regarder quelques secondes cette vidéo qui nous résume au fond comment est-ce que l'ED Wallet, alimenté de biométrie bien évidemment, l'analyse des documents est extrêmement rapide et vous permet au fond de faire ce qui peut être considéré pour un onboarding comme quelque chose d'assez lourd, d'assez compliqué et comme un centre de coût, et bien plutôt comme une opportunité d'accélérer là où aujourd'hui, par exemple, les néobanques ou les néo-assurances ont directement intégré des parcours extrêmement simplifiés et là où les acteurs plus institutionnels, plus installés ont un travail un petit peu plus important à fournir puisqu'il faut qu'ils transforment leur parcours actuel justement sur ces nouveaux outils qui sont mis à disposition. Il me reste 1 minute, donc je vais accélérer un petit peu. Donc, transformer la conformité en avantage concurrentiel, moyennant nécessairement une vitesse d'exécution, une sécurité renforcée, une conformité qui est obligatoire, et tout cela concourt à avoir une croissance accélérée des revenus de votre entreprise afin de pouvoir répondre à vos enjeux. 40 secondes, je vais passer quelques slides. Ces différents outils permettent également de voir ce qu'on appelle le Perpetual KYC. Aujourd'hui,
Et tout ce dont on a parlé, ou tout ce dont j'ai parlé plus spécifiquement dans cette conférence, était au fond un KYC assez traditionnel, avec des nouveaux outils, avec des nouvelles possibilités, mais l'avenir est un KYC perpétuel. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on s'authentifiera sur sa banque, sur son assurance, avoir la capacité de mettre directement à jour le RIB, de mettre directement à jour son justificatif de domicile, de mettre à jour sa carte d'identité qui peut également expirer, et d'avoir des alertes émanant, pourquoi pas, de la banque, de l'assurance, pour dire: chers souscripteurs, n'oubliez pas de mettre à jour vos documents d'identité. Et je termine par cette slide. Pourquoi agir maintenant ? Parce que, au fond, certains sont déjà sur ces différents outils, sur ces différentes solutions et ont pris de l'avance. Et encore une fois, ces néo-acteurs de la banque et de l'assurance, c'est un petit peu plus simple pour eux puisque ils commencent leur activité avec ces outils qui sont déjà à disposition et qui n'ont pas à le transformer. La pression concurrentielle, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, est assez forte. Les attentes des clients sont en évolution et généralement de plus en plus importants. Et la complexité réglementaire, là je suis sûr que d'avoir à peu près l'unanimité, risque de ne pas s'améliorer. On va plutôt avoir un empilement de réglementation plutôt qu'autre chose. Je vous laisserai avec ce dernier chiffre qui est l'un de nos clients, Sofidaire, pour ceux qui le connaissent et qui agit plus spécifiquement dans les départements et territoires d'outre-mer et qui, en mettant en place les solutions du groupe Signaturite, a plus que atteint les objectifs qu'il s'était fixés. Et je vous prie de croire que c'était déjà des objectifs assez ambitieux pour atteindre 130% de ces objectifs et qui va aujourd'hui élargir nous allons élargir notre collaboration pour pouvoir accélérer au fond le revenu qu'a généré notamment ces nouveaux parcours. Voilà, je vous remercie. Juste pour vous signaler qu'il y a une démonstration à 11h15, mais au fond un petit peu dès lors que vous le souhaitez, n'hésitez pas à passer nous voir. Nous sommes au stand A6. Mes collègues et moi sommes à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup et on vous attend sur le stand. Merci.